Il vaut mieux prévenir que guérir, non? Alors pour éviter la nouvelle épidémie qui menace, il y a des mesures simples à prendre et ça s'appelle la prévention et ça marche vraiment. Je vous explique tout ça après le générique qui vous laisse le temps de... Vous savez quoi? Salut les coureurs, alors demain c'est le déconfinement. Il va être temps parce qu'au niveau capillaire, il y a vraiment urgence. Blague à part, le confinement 2020 restera dans les mémoires pendant plusieurs générations. Il aura sans doute contribué à sauver des vies, mais il aura fait bien d'autres dégâts qui ne seront jamais mesurés, notamment sur le plan psychique, avec bon nombre de dépressions, des suicides, et puis sur le plan physique, avec une comorbidité liée à l'obésité, à la sédentarité. Heureusement, pour la plupart d'entre nous, le retour à une vie normale ne sera qu'une formalité. Cette période n'aura aucune conséquence sur notre santé et elle ne restera qu'un mauvais souvenir, ou pas. Oui, car à court terme, pour ce qui est de l'activité sportive et de la course à pied qui nous concerne, le problème est un poil plus complexe. La plupart d'entre nous ont coupé toute activité en course à pied, ou tout au moins réduit drastiquement le volume d'entraînement et on a mis un point d'arrêt à toutes les séances d'intensité, de qualité, comme les séances de fractionnés, à cause des contraintes légales, des stades qui étaient fermés, et puis de toute façon, les courses ont été annulées, reportées, et il n'y a plus d'objectif alors. Mais, tout comme l'envie de revoir les copains, la tentation de remettre la sauce dès demain va être très grande, d'autant que tous les verrous vont sauter d'un coup. La distanciation physique, car on va pouvoir se regrouper jusqu'à 10 personnes, la limitation de l'éloignement du domicile qui va passer à 100 km, et puis le temps de pratique qui n'est plus limité. Et tout ça ne sera pas sans conséquence sur votre corps, et en particulier sur vos tendons et vos muscles. Donc il va falloir être très patient, car on sait maintenant avec certitude que les variations de charge dans l'entraînement sont les sources principales de blessures. Les apparitions de celles-ci sont bien sûr multifactorielles, il y a toujours des phénomènes qui vont venir déclencher comme le matériel, la fatigue passagère, etc. Mais c'est bien la façon de planifier vos entraînements qui prépare le terrain à la survenue de ces blessures. Toutes les études montrent qu'une augmentation brutale de l'entraînement augmente immanquablement le facteur de risque d'apparition des blessures, et parfois même dans des proportions importantes. Je vous mets le lien en dessous vers les références de l'étude de Blanc et Gabet qui en 2015 ont publié dans le British Journal of Sport Medicine. Donc le non-respect de la progressivité à la reprise va entraîner avec certitude une épidémie de tendinopathie, la tendinite d'Achille, de syndrome rotulien et de nombreuses autres pathologies liées au running, et dans des proportions inédites tant l'inactivité a été massive et simultanée. Si je dis ça, c'est parce qu'à moindre mesure, à chaque reprise post-coupure, après l'été, après les arrêts pour blessure, on observe déjà chez les coureurs qu'on entraîne ce type de phénomène malgré nos vigilances. Alors, après un événement d'une telle ampleur, ça risque de faire mal. En plus, il y a déjà eu des précédents dans l'histoire qui doivent nous alerter. En 2011, aux USA, la Ligue nationale de football américain avait imposé un arrêt de travail de 3 mois à ses joueurs pour des questions d'accords salariaux, le NFL Lockout. S'en était suivi, à la reprise, une augmentation de plus de 2000% des ruptures du tendon d'Achille. Il y en avait eu 12 en un mois, contre 5 par an habituellement. Donc on n'ose même pas imaginer leurs chiffres pour les simples tendinopathies. Je vous mets en dessous le lien vers l'étude de Mayer et Hall dans le Journal of Orthopedic Sport Physical Therapy. On sera donc déconfiné mais aussi bien déconditionné. Ça s'explique parfaitement par le fait que les structures musculaires, articulaires et tendineuses n'ont plus été sollicitées spécifiquement et suffisamment pour la course. Sauter sur place, faire du gainage, du vélo, du rameur ne sollicitent pas avec les mêmes intensités et les mêmes contraintes musculo-articulaires que la course à pied. Et les processus d'adaptation sont réversibles. Quand on s'entraîne, ça les renforce, et quand on ne fait rien, ça se ramollit. Ne dit-on pas que c'est la fonction qui crée l'organe? Par exemple, après 2 semaines de pause dans le travail musculaire excentrique, on constate déjà une perte des adaptations architecturales des structures musculaires. Je vous mets le lien dessous vers une étude de Presland, une étude de 2018.
pour contrer cela, votre travail de corde à sauter pendant le confinement, bien réalisé avec les jambes tendues, les pieds armés, aura pu limiter les pertes au niveau des mollets. Mais pour les autres groupes musculaires, il faudra repasser. Pour éclairer ces propos, sachez que l'un des débats de ces dernières années entre préparateurs physiques est de savoir s'il va y avoir des transferts de qualité entre des exercices, par exemple, de foulée bondissante, ayant un temps de contact au sol d'environ 300 millisecondes, et la course de demi-fond d'un temps de contact au sol d'environ 130-160 millisecondes, car on serait déjà trop éloigné pour avoir des effets utiles, surtout en période spécifique. Alors si vous imaginez que d'avoir fait de la PPG et du vélo d'appartement dans votre salon pendant le confinement va vous permettre de repartir directement sur un volume d'entraînement comme avant le confinement, eh bien vous faites fausse route. Même si avec d'autres activités, nous avons réussi à garder une bonne condition physique, et puis qu'il sera de toute façon très utile d'avoir fait des progrès en gainage, eh bien il faudra néanmoins reprendre la course à pied avec une extrême prudence, sous peine de sanctions rapides. Le cardio, lui, s'adapte assez vite. En revanche, les différents tissus ne s'adaptent pas à la même vitesse. Les muscles, eux, le feront en 8-15 jours, et dès qu'ils vont aller mieux, on va se croire sorti d'affaire. Mais c'est vicieux car les tendons, les ligaments ont besoin de plusieurs semaines d'adaptation et nos os de quelques mois. S'ajoutent à tout cela des facteurs de risque supplémentaires pour certains d'entre nous. Le confinement aura donc provoqué un déconditionnement physique important, mais à cela s'ajoutent d'autres effets qui vont accentuer l'ampleur de l'épidémie. L'immense majorité des coureurs aura à déplorer une prise de poids non négligeable ces dernières semaines suite à la baisse des activités physiques et à la hausse des activités culinaires. Ça, c'est la faute de Marmiton. Et cette prise de poids aura un retentissement important d'un point de vue biomécanique, car toute surcharge corporelle multiplie les contraintes sur chaque articulation, et en particulier au niveau des membres inférieurs lors de la course. À l'impact au sol, votre masse est multipliée par 3 à 5 suivant votre vitesse et votre type de foulée. Donc chaque kilogramme supplémentaire représentera 3 à 5 kg de contraintes en plus sur chacune de vos articulations et à chaque pas. S'ajoute à cela un autre effet pervers du confinement, la course sur le bitume. En effet, beaucoup de coureurs ont choisi de courir alors qu'ils habitent en ville. Or, à 1 km à la ronde, pas le choix que de courir sur la route, les trottoirs ou le béton. Et les chocs provoqués par le bitume, pour ceux qui n'en ont pas l'habitude, peuvent avoir eu l'effet de fragiliser le système locomoteur, malgré le peu de volume de course. Alors la question c'est comment s'immuniser face à cette épidémie. Avouez qu'il serait dommage d'être enfin déconfiné et de ne pas pouvoir en profiter. Pour se mettre à l'abri de ces risques de blessures, vous pouvez mettre en place quelques mesures barrières simples mais efficaces. Premièrement, ne tenez pas compte du volume effectué dans les autres activités. Les activités physiques pratiquées sur rameur, home trainer et tout autre travail de renforcement, le HIIT, Tabata, CrossFit, gainage, etc. ne doivent pas être pris en considération pour votre reprise de l'entraînement, au moins sur les premières semaines. Ce travail, je l'ai dit, vous aura été profitable, c'est certain, mais il ne doit pas vous autoriser à repartir pleine balle. Si vous n'avez pas couru ces dernières semaines, reprenez la course comme après un arrêt total de sport, malgré tout ce que vous avez pu faire en annexe. Deuxièmement, évaluez les variations de charge de semaine en semaine. Calculer la charge d'entraînement n'est pas aisé. Pour mes athlètes, j'utilise la plateforme Nolio qui permet de monitorer tout ça à l'aide de la fréquence cardiaque, des zones d'intensité et surtout du RPE, le ressenti à l'effort, et maintenant de la variabilité de la fréquence cardiaque. Sans ce type d'outil, et pour faire simple, on peut déjà totaliser les kilomètres parcourus et pondérer cette somme par votre ressenti à l'effort sur chaque séance. Pour cela, vous multipliez le temps en minutes de la sortie par le ressenti associé, soit l'échelle de Borg, graduée de 6 à 20, soit la méthode Foster avec une échelle RPE graduée de 1 à 10. Vous obtenez des unités arbitraires qui vous permettent de comparer la charge d'un footing facile de 60 minutes avec celle d'une séance de 40 minutes qui serait composée d'un fractionné de 20 fois 30-30 par exemple, précédé d'un échauffement de 20 minutes. Si ce type de calcul vous intéresse, abonnez-vous, je vais vous faire un tuto Excel sur le sujet très bientôt. Troisième mesure à adopter, soyez patient et planifiez votre reprise. Outre le volume d'entraînement, il faut donc aussi prévoir à l'avance l'intensité de vos séances, car vous devez garder en tête qu'il faut éviter d'augmenter à la fois le volume
et l'intensité. Mais du coup, vous allez me dire que de n'augmenter progressivement et alternativement que le volume ou l'intensité, ça va être long du coup. Eh bien oui, c'est pour cela qu'on se donne en principe un temps de reprise égal au temps d'arrêt et à l'arrêt de course à pied, j'insiste. Comme nous avons été confinés 8 semaines, et pour ceux qui se sont arrêtés 8 semaines, eh bien vous devez planifier 8 semaines de reprise progressive. Voici un tableau pour vous permettre de gérer cette reprise sans trop avoir à vous casser la tête. Il a fait ses preuves sur le terrain et il est l'assurance de ne pas se blesser bêtement dans les 15 jours qui viennent. Je vous montre comment il se lit, je vous emmène sur mon ordinateur. On a ici en ordonnée le nombre de semaines d'arrêt de la pratique de la course à pied. Donc si vous vous êtes arrêté 8 semaines pendant le confinement, on va devoir donc uniquement considérer cette ligne. Donc tout d'abord un exemple qui vous concerne si avant le confinement vous étiez à 3 séances hebdomadaires. 3 séances qui se composaient d'un footing de 40 à 70 minutes, le petit carré vert, d'une séance en nature, soit de seuil, soit de fartlek, le petit carré bleu, et puis d'une séance sur piste, soit un développement de la VMA ou une séance à l'allure spécifique en fonction de la saison, le petit carré rouge. Et bien à la reprise après ces 8 semaines d'arrêt, vous allez reprendre la semaine 1 ici par simplement un footing cool de 20-25 minutes, même si ça vous paraît ridiculement court et facile, c'est vraiment l'assurance d'adapter très progressivement votre organisme, vos muscles, vos tendons, vos ligaments à la reprise de l'effort. La deuxième semaine, on rajoutera un peu de volume sur cette sortie-là pour monter à 30-35 minutes et ce n'est qu'à la troisième semaine que l'on pourra réintégrer une deuxième séance. L'idéal, c'est que la première ici en vert pâle repasse à 20-25 minutes pour que la deuxième de 40 minutes puisse trouver sa place. En semaine 4, on garde le même schéma avec une augmentation du volume de ces deux séances. Et ensuite, en semaine 5, on peut réintégrer la séance en nature pour développer le secteur aérobie haut ou le secteur aérobie bas. En semaine 7, on réintègre la troisième séance, donc on retrouve un volume hebdomadaire similaire à ce que vous aviez avant le confinement. Et on va attendre d'avoir terminé ces 8 semaines de reprise pour réintégrer des séances sur la piste et donc pour retrouver un niveau de qualité d'avant confinement. Si vous êtes fragile, si vous avez déjà des antécédents, eh bien je ne peux que vous encourager à suivre ce type de schéma. Voilà, et dans le cas où vous auriez simplement diminué votre volume d'entraînement, eh bien vous repartez de la colonne du tableau qui correspond à votre nombre de séances hebdomadaires actuelles et le tour est joué. En conclusion, si vous avez végété dans votre canapé pendant 8 semaines, vous devez planifier 8 semaines de reprise progressive avant de retrouver un volume d'entraînement et des intensités d'entraînement conformes à ce que vous faisiez avant confinement. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous êtes toujours là, c'est que la vidéo vous a plu. Alors lâchez un petit pouce bleu. Et si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres coureurs, eh bien surtout partagez-la. Et puis moi, ça m'aidera à me faire connaître. Bonne reprise à toutes et tous, bon déconfinement et à très bientôt. Ciao ciao.